Retracer l'histoire du mouvement ultra français à travers la parole des acteurs eux-mêmes, c'est le pari un peu fou que se sont lancés trois passionnés en se lançant dans l'écriture d'un livre unique en son genre. Ce livre, c'est l'Ultra Mode de Vie, une véritable immersion au cœur du mouvement racontée par celles et ceux qui l'ont façonné des années 80 à aujourd'hui dans les quatre coins du pays. À travers ces pages, on découvre des anecdotes inédites, on replonge dans des tribunes parfois oubliées et surtout on ressent cette passion brute qui fait vibrer les virages. Le livre explore des scènes emblématiques à Marseille avec les origines du mouvement à travers la vieille garde, à Saint-Étienne, Grenoble ou Nantes, mais aussi à Toulon, Cannes ou Mulhouse, des tribunes historiques souvent mises de côté, mais qui ont pourtant contribué à écrire cette culture. On revient aussi sur des moments plus sombres, comme le drame qui a profondément marqué l'histoire du mouvement ultra entre Boulogne et Auteuil. Évidemment, je ne peux pas tout citer ici et ce n'est pas le but. Le reste, je vous laisse le découvrir dans le livre ou dans l'interview qui suit avec l'un des trois auteurs. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans la confiance des groupes eux-mêmes, mais surtout sans le travail acharné de trois hommes. Adrien Verrecchia, journaliste passionné, fondateur de la Grinta.fr, Benoît Tex, rédacteur régulier du site, et Bastien, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Rédacteur lui aussi pour la Grinta, il est parti vivre 10 ans en Argentine où il a collaboré avec des médias français et suisses tout en gardant comme fil rouge sa spécialité, les tribunes. Mais ça, vous allez le découvrir par vous-même. Ce livre a été écrit en amont de l'Euro 2016, ce qui rend certaines réflexions particulièrement intéressantes aujourd'hui. Car tout au long des témoignages, une question revient, où va le mouvement ultra? Et c'est exactement ce qu'on va continuer à explorer ensemble en vidéo. Salut à tous! On est parti du coup pour la petite interview de ce livre, Ultra Mode de Vie. Bastien, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui vous a poussé à écrire ce livre et quels étaient les symboles, les messages que vous voulez transmettre un petit peu dessus? Salut Robin, écoute, ce qui nous a poussé à écrire ce livre, donc à la base on écrivait les trois co-auteurs du livre, que ce soit Benoît, que ce soit Adrien et moi, donc Benoît Tex, Adrien Verrecchia et moi-même. On écrivait sur le site la Grinta.fr qui était un site spécialisé quand même sur les tribunes. Enfin, il n'y avait pas que des sujets tribunes, mais on écrivait quand même beaucoup à ce sujet. Et un jour, on fait donc après l'affaire Casti sur laquelle je pense qu'on reviendra durant l'interview. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait une interview de Sylvain, donc le leader de la Butte Paillade à l'époque de Montpellier. Et cette interview, d'une, elle intéresse vraiment beaucoup de gens, et de deux, nous de notre côté, on la trouve super intéressante. Et d'ailleurs, il faut savoir que le titre Ultra Mode de Vie, c'est un clin d'œil à cette interview parce que Sylvain nous dit être ultra, c'est pas seulement le samedi ou le dimanche, c'est vraiment un mode de vie. Et c'est vrai qu'on avait voulu lui faire un petit clin d'œil dans ce titre. Mais donc, en gros, il y a cette interview de Sylvain qui sort, et de là, donc avec tous les papiers qu'on avait fait à l'époque sur la Grinta.fr, on se dit bon, maintenant, ça serait bien de mettre ça par écrit, de raconter un peu de l'histoire de tous ces groupes. Et donc l'idée germe tranquillement et on en parle à Sylvain justement. Et Sylvain nous pousse vraiment dans cette idée. Il nous dit mais les gars, c'est vraiment une très bonne idée. Je peux vous aider également à vous donner quelques contacts si vous avez besoin. Donc en fait, tout se met en place comme ça. Et puis il y avait aussi une autre échéance qui arrivait très vite, c'était l'Euro 2016. Et à cette époque-là, on était très pessimiste sur l'avenir du mouvement ultra. Alors même si aujourd'hui tout n'est pas parfait, on a compris quand même qu'on était peut-être un peu trop pessimiste à l'époque, mais voilà, on était un peu pessimiste par rapport à ça et on se disait vraiment, ça serait vraiment intéressant de mettre l'histoire de tous ces groupes, de toutes ces villes dans un bouquin et puis de raconter un peu les débuts du mouvement ultra, donc en 84 à Marseille jusqu'à l'Euro 2016. Donc voilà vraiment d'où est partie l'idée de ce livre au départ. Ouais, parce que c'est intéressant, dans ce livre, on a une multitude de tribunes qui sont évoquées. Et vous, quelle a été votre approche directement sur un sujet sensible, parce qu'on touche quand même à l'intérieur de différents groupes? Comment vous avez réussi à les contacter? Est-ce qu'ils étaient fermés, parce que c'était un petit peu plus difficile à l'époque peut-être de les contacter? Comment ça s'est déroulé, la genèse un petit peu du projet? Écoute, franchement, on n'a pas eu trop de soucis. On n'a pas eu trop de soucis que ce soit à les contacter et même à convaincre les groupes de participer à ce projet. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que on connaissait un peu notre travail sur la Grinta, sur la Grinta.fr, donc ça a vraiment aidé. Et de deux, on avait aussi l'appui donc de certains leaders, dont Sylvain, pour ce projet. Donc le fait de contacter les groupes et de les convaincre, ça n'a pas été trop difficile, même si avec des groupes, il y a eu plusieurs discussions. Je pense notamment à Saint-Étienne, on avait rencontré les Stéphanois, que ce soit les Green Angels et les Magic Fans, après un match contre Bordeaux, où ils nous avaient demandé un petit temps de réflexion. Je me rappelle que les Monégasques aussi nous avaient demandé un temps de réflexion à l'époque. Les Lyonnais, les Lions 1950 ont refusé, eux, de nous parler. C'était dommage à l'époque, on aurait vraiment beaucoup aimé avoir les Lyonnais à l'époque. Mais après, pour les
pour les autres groupes, honnêtement, on les a contactés, ils ont tous pris un peu le temps de la réflexion, mais ça s'est fait quand même assez naturellement. Ça s'est fait assez naturellement, et je te dis, je pense vraiment la première raison, c'était vraiment qu'ils nous connaissaient déjà par rapport à notre travail sur la Grinta, et de deux, d'avoir l'appui de certains leaders nous a beaucoup aidé dans la confection de ce livre. Et dans ce livre, bon, vous allez le voir, il y a énormément de choses qui sont évoquées. Est-ce que vous, à travers ces récits, parce que vous êtes basé au final sur des témoignages sur le livre, vous avez eu un message à transmettre? Parce qu'il y a, comme j'ai dit, une multitude de choses qui sont évoquées, il y a de la violence, mais moi personnellement ce que j'ai retenu c'est surtout l'amour et le dévouement des différentes personnes pour leur groupe. Vous, est-ce que vous avez une idée en tête à l'origine quand vous écrivez ce livre? À l'origine, je vais pas te mentir, non. Non, on n'a pas, enfin, hormis de raconter les histoires vraiment de ces groupes, il n'y a pas d'idée. Est-ce qu'on va mettre, ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle syndical en avant? Est-ce qu'on va mettre plus le dévouement et l'amour du club en avant? Est-ce qu'on va mettre plus la violence en avant? Franchement, on n'avait pas de ligne directrice par rapport à ça. On voulait vraiment donner la parole à tout le monde. Et le plus important pour nous à l'époque, c'était vraiment de s'effacer du côté journalistique entre guillemets, parce que hormis Adrien, personne n'était journaliste à cette époque dès qu'on a écrit le livre. Donc nous, on voulait vraiment s'effacer et, comme tu l'as dit, vraiment donner la parole à tous ces groupes et à tous ces acteurs du mouvement ultra français. Et en leur donnant la parole, là, on s'est aperçu de tout ça, hein, du rôle syndical, du dévouement, de la violence aussi qui fait partie intégrante du mouvement ultra. Ça c'est pas. Mais on a vraiment vu tout ça. Et mais à la base, je t'assure, on n'avait vraiment aucune ligne directrice par rapport à ça. Nous, notre objectif, c'était vraiment de donner la parole à tous ces acteurs du mouvement ultra français. Ouais, donc au départ, du coup, c'est vraiment un travail de documentation. Et au fil du coup des témoignages, une ligne directrice s'est créée, mais via au final les groupes et leur mode de vie. C'est au ça. final, c'est un petit peu ça, si je peux résumer du coup. Ouais, c'est vraiment ça, parce que c'est vrai que au final, on se rendait compte quand même que le quotidien de pas mal de groupes se ressemblait. Il y avait à cette époque-là beaucoup de répression, faut pas l'oublier. L'ANS commençait à se former, donc comme je le disais tout à l'heure, il y avait l'Euro 2016 en ligne de mire où on se disait quel est vraiment l'avenir du mouvement ultra à ce moment-là, et encore une fois, on était très pessimiste par rapport à ça. Donc vraiment, ouais, ça s'est vraiment fait. La ligne directrice est venue au fur et à mesure. Évidemment que dans beaucoup de villes, il y a, j'allais dire des points communs, non, mais il y a beaucoup de sujets en commun qui reviennent, hein, ça c'est inévitable. Mais vraiment, au début du livre, on voulait vraiment donner la parole à tout le monde, à tous ces acteurs du mouvement ultra français, et se dire, voilà, on va les laisser raconter leur histoire. C'était vraiment ça le but initial du livre. Ouais. Bah, du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Moi, il y a un passage dans ce livre que j'ai particulièrement bien apprécié. C'est le passage quand on évoque Bordeaux et le rapport à la violence. On voit que c'est bien plus nuancé, que c'est pas forcément au cœur, enfin si c'est au cœur du mouvement, mais c'est pas la raison principale, loin de là. Est-ce que tu penses que le grand public qui a pu notamment lire ce livre a une vision bien plus fine et réaliste du coup de ce rapport qu'a le mouvement ultra à la violence? En tout cas, je l'espère. Oui, en tout cas, je l'espère. Moi, j'ai trouvé le passage très clair, très intéressant. Ouais, c'est vrai que les Bordelais, c'est qui parle dans le livre à ce moment-là, qui dit que effectivement la violence fait partie intégrante du mouvement ultra, mais qu'il n'y a pas que ça. Et on le voit vraiment au fur et à mesure de notre voyage dans toute la France, qu'il n'y a vraiment pas que ça, et qu'il y a même des choses beaucoup plus importantes que la violence pour eux. C'est notamment, comme tu le mettais en avant, le dévouement, parce que là par contre on se rend compte qu'en rencontrant tous ces acteurs du mouvement ultra français, il y a une chose, vraiment, s'ils ont une chose en commun, c'est vraiment le dévouement pour leur club et pour leur ville souvent, et pour leur tribune évidemment, et pour leur groupe. Mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, l'aspect syndical qui pour moi est jamais assez mis en avant du côté du mouvement ultra. Maintenant qu'on a évoqué des passages importants du livre, tels que la violence ou la répression, est-ce que toi, durant ces différentes interviews et ces différentes captations de récits, tu as eu des moments marquants que tu as envie de raconter Ouais, il y en a eu vraiment pas mal. Il y en a eu vraiment pas mal. Le premier qui me vient en tête tout de suite, c'est Bastia. Bastia, parce que on rencontre donc les Pirates, le tout premier groupe à tendance ultra sur Bastia, qui nous avait raconté à l'époque, s'est inspiré de ce qui se faisait à Brescia, en Italie. Et donc c'est assez marrant parce que donc on a rendez-vous dans un bar du port de Bastia. Et là, donc on rencontre les deux membres des Pirates qui avaient vraiment fondé le mouvement Ultra Bastia. Et donc dans ce bar-là, on devait aussi rencontrer les Testamora et les jeunes des Bastia 1905. Et là, ce qui était très marrant, c'est que en fait, les Testamora et les 1905 ne connaissaient pas.
les pirates, donc ces membres fondateurs-là. Et en fait, cette anecdote-là, elle est assez folle parce que ils se sont rencontrés pour la première fois durant le livre et durant leur témoignage. Donc c'était vraiment une scène de vie, hein. C'était vraiment un moment de vie parce que là, au final, ils parlaient, et nous, c'était un régal pour nous parce qu'ils parlaient vraiment entre eux. Et ils se rencontraient pour la première fois et au final la soirée a fini très tard dans un restaurant dans la vieille ville de Bastia et ça c'était vraiment une très très belle anecdote. Après des anecdotes durant ce livre, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup parce qu'il y a eu 20 villes. 20 villes c'était énorme, à la fois peu parce que ça a été un casse-tête pour les choisir également. On voulait faire un clin d'œil à la Ligue 1, on s'était dit on va prendre 20 villes parce que de toute façon au bout d'un moment on pouvait ouvrir peut-être à 30-40, mais là il fait déjà plus de 400 pages et là ça aurait été vraiment, et puis ça aurait été beaucoup trop, donc il a vraiment fallu faire des choix, chose qui n'a pas été évidente. Et donc d'autres anecdotes, il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais tu vois le Mulhouse-Grenoble aussi, le fameux Mulhouse-Grenoble, où là c'était assez évocateur quand même, parce qu'on était avant l'Euro 2016, on est sur un match de National 2, donc vraiment petite division en France. Et évidemment, nous, on avait prévu de faire Mulhouse depuis un petit bout de temps. Hein. Mulhouse, c'est un groupe qui nous intéressait. La Brigade Ultra a vraiment une histoire atypique et quand même un groupe ancien de 88. Et là, on se dit, on a envie de rencontrer les Mulhousiens, on a envie qu'ils nous racontent leur histoire aussi. Et en plus, une histoire un peu moins connue du grand public par rapport à d'autres groupes. J'ai appris pas mal de choses, moi, perso, dessus. C'est cool, ouais, c'est cool, ouais. Et donc, d'ailleurs, une anecdote dans l'anecdote, ça, qu'il y avait carrément un membre de la BU qui était chef d'entreprise et donc sponsor du club. Ça, c'était, enfin, voilà, mais c'est exceptionnel. Mais après, voilà, on est en N2, on est dans une petite division. Oui. Et là, donc, évidemment, on regarde le calendrier de la N2, on sait que Mulhouse et Grenoble sont dans la même poule. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste tribune pour savoir que c'est le match à aller voir en N2, quoi. Si on veut un peu d'animation en tribune, c'était le match qu'on avait pointé depuis le début. Et on décide de rencontrer donc la Brigade Ultra le matin à Mulhouse. Et là, c'est pour ça que je reviens sur l'Euro 2016, où on disait on n'est pas prêt. Oui. C'est que là, les autorités... Donc le jour du match, il y avait honnêtement 2 policiers municipaux en vélo autour du stade. Et ce qui devait arriver arriva. Effectivement, les ultras de Mulhouse étaient en nombre, les ultras de Grenoble étaient venus en nombre aussi, et il y a eu un petit contact avant le match. Mais pour te dire vraiment, cette anecdote-là, c'est vraiment pour dire que vraiment la France n'était vraiment pas prête à cette époque pour l'Euro 2016, vraiment absolument pas. Aussi, à travers la rédaction de ce livre, vous avez réalisé un très beau travail de documentation, franchement. Merci. C'est le cas de le dire. Sinon, de manière générale, est-ce que toi tu penses que les médias influencent d'une manière générale la vision du grand public ou pas sur le mouvement ultra ou pas? La réponse me semble plutôt logique. Oui. Mais après, les spécificités derrière, pas forcément. Non, la réponse est oui. Surtout à l'époque où on écrit le livre, et encore plus dans la décennie entre les années 90 et 2000. Et d'ailleurs, ce sujet, on en parle beaucoup avec Philippe Broussard, qui lui a vraiment été le premier journaliste à aller sur le terrain, à écrire l'excellentissime Génération Supporter. En 92, si je dis pas de bêtises, il l'a écrit. Enfin, en tout cas, il est sorti en 92. Et on en a beaucoup parlé avec lui de ça, parce que lui était pour le coup journaliste. Il faisait vraiment un vrai travail journalistique à l'époque sur ce sujet. Et je rejoins assez son analyse en nous disant qu'effectivement, durant cette décennie 90-2000 et même au début des années 2000, les médias ne cherchaient qu'à faire du sensationnalisme. Et il nous avait d'ailleurs raconté une anecdote, Philippe Broussard, en nous disant... Il y a même des journalistes qui nous disaient mais comment tu fais pour avoir ces contacts-là, c'est des gens dangereux. Et Philippe Broussard, lui, ça le faisait rigoler parce qu'il couvrait quand même pour le média pour lequel il travaillait à l'époque la guerre de Yougoslavie. Enfin voilà, on était vraiment sur des sur deux mondes. Sur le même. Non, vraiment pas. Et donc s'il arrivait à avoir des contacts de groupes ultra et enfin j'allais dire plutôt des gens en Yougoslavie qui étaient vraiment pour le coup plus compliqué à obtenir que le mouvement ultra. Donc lui, ça le faisait sourire. Et je partage son analyse quand il dit c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il y a quand même beaucoup plus de médias. On va dire que l'explosion d'Internet s'est fait à cette époque-là, à partir du début des années 2000. Hein, Et il y a quand même beaucoup plus de médias spécialisés et même de médias, on va dire, traditionnels, mais qui se sont intéressés de plus près à cette question. Ouais. Donc, quand même, je trouve que la couverture journalistique, elle a vraiment évolué sur le mouvement ultra. Aujourd'hui, même dans des médias un peu plus grand public, on peut parfois encore arriver à trouver des articles de qualité et un vrai travail de fond, chose qui n'était pas du tout le cas dans les années 90 et au début des années 2000.
Donc, est-ce qu'il l'influe ? Oui, il y a toujours des gros reportages à charge, hein, voilà, où on voit qu'il n'y a aucun travail de fond. Ça, oui, ça existe toujours. En revanche, je pense quand même que ça a évolué et que maintenant, il y a quand même beaucoup de médias qui font quand même un travail un peu plus de fond. Et d'ailleurs, on le voit aussi par l'ouverture des groupes par rapport aux médias, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était très dur, c'était quand même assez dur de les contacter, les groupes. Ils étaient assez réticents à parler, etc. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir un groupe parler pour un média comme SoFoot, pour un média, enfin, pour d'autres médias, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, je te dirais que ça a évolué, mais par contre qu'à l'époque, cette diabolisation un peu du mouvement ultra, elle a vraiment été aidée par des journalistes qui ne s'intéressaient pas du tout au sujet. Ça c'est clair. Et qui voulaient faire du sensationnel. Du sensationnel, c'est vrai que je veux pas lui tirer à bière, mais j'ai un article en tête de France Football qui avait suivi la BSN à l'époque lors d'un de ses déplacements. Le déplacement s'était super bien passé. Ils avaient reçu ce journaliste, je ne vais pas le citer, mais ils l'avaient reçu de manière très cordiale. Enfin, il l'avait autorisé à les accompagner dans leur déplacement. Et 3 jours plus tard, dans France Football, il y avait un article à charge complètement fou. Et je me rappelle, ça avait fait du bruit à l'époque. On avait parlé aussi sur la grinta.fr à cette époque-là. Mais tu vois, voilà, j'ai l'impression quand même que le rapport journalistique, il a quand même évolué sur la manière de traiter le mouvement ultra en général. Oh bah c'est plutôt du coup une bonne chose au final, même si tout n'est pas parfait, ça reste intéressant. Ouais. Non, tout n'est pas parfait dans les médias, on va dire dans les médias traditionnels, mais en revanche quand même, maintenant on veut lire un article de qualité, on sait aussi où aller, on sait aussi quel site, voilà, quel média va s'intéresser de plus près à ces questions-là. Et honnêtement, c'est quand même beaucoup plus facile qu'à l'époque. À l'époque, c'était vraiment très compliqué de trouver un article de presse intéressant sur le mouvement. Sujet, ouais. On va en revenir un petit peu au livre. Vous avez fait 20 villes différentes. On a des enchaînements dedans où on se rend compte qu'on a des rivalités, je pense notamment à Nîmes-Montpellier, Bordeaux-Toulouse. Ça a été un choix ou c'est purement dans votre trajet que vous les avez réalisés de cette manière-là, ou vous avez un petit peu suivi les rivalités pour donner la parole à l'un puis à l'autre ensuite? Non, c'est un choix vraiment géographique. Géographique parce que en fait, donc on commence, comme je te disais tout à l'heure, avec les Stéphanois, on les rencontre après à Saint-Étienne-Bordeaux au mois d'août, et donc on devait rencontrer les Lyonnais le lendemain, ça ne s'est pas fait, et ensuite on a été à Grenoble. Donc voilà, en fait tous les enchaînements ont été géographiques, et en fait vu qu'on avait, encore une fois, on n'était pas journaliste, donc on avait tous nos vies à côté dès qu'on écrivait ce bouquin, et on essayait de regrouper sur un week-end. Des fois, dès qu'on arrivait à se libérer 4-5 jours, on va dire qu'on on pointait du doigt une région où on pouvait enchaîner 1, 2, 3 villes différentes. Et donc tu évoquais Nîmes-Montpellier, effectivement, c'est le deuxième qu'on a fait. On a d'abord été à Nîmes le samedi, pour ensuite aller à Montpellier le dimanche. Les clubs du sud-est de la France, là par contre on a pu enchaîner Marseille, Toulon, Cannes et Nice. Donc là, c'est vrai que géographiquement, c'était très facile aussi. Après, c'est vrai qu'il y a eu Bordeaux-Toulouse, où là, c'était assez simple aussi. Saint-Étienne, donc on avait dû revenir après l'accord des groupes pour pouvoir s'exprimer dans le livre. Lille et Lens ont été enchaînés en même temps aussi, et on avait fait un gros week-end dans l'Est aussi, en enchaînant Mulhouse, Strasbourg et Metz. Donc voilà, non, c'était vraiment des choix géographiques, c'était pas forcément par rapport à la rivalité entre les groupes qu'il y avait, même si elles existaient évidemment, parce que là on était vraiment dans un contexte de rivalité régionale, mais non, c'était plus une question de commodité, tout simplement. Bon, intéressant du coup, parce que je m'étais posé la question. Il y a aussi un passage qui est hyper intéressant dans le livre, c'est la relation entre Boulogne et Auteuil. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à travers le récit, donc que ce soit des membres d'une tribune ou de l'autre, on se rend compte que tout n'était pas noir ou blanc, qu'il y avait beaucoup de nuances et qu'on retrouvait même parfois des moments d'unité entre ces deux tribunes. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ces rencontres avec les membres à la fois d'une tribune et de l'autre? Parce que ça a été, je trouve, assez fort comme passage. Ouais, c'était même peut-être, c'est l'un des passages très forts du livre, parce que là, on sort vraiment du plan Le Proux et d'une rivalité exacerbée entre les deux tribunes, Mais comme tu dis, il faut nuancer. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment aussi raconter l'histoire de ces différents groupes, que ce soit des Tigris, des Supra, des Lutèce Falco, et aussi des Boulogne Boys côté Boulogne. On a aussi les Authentiques qui ont témoigné, même si c'était un groupe beaucoup plus jeune. Ils étaient quand même dans la tribune Auteuil au moment du conflit. Donc on voulait vraiment qu'ils prennent la parole par rapport à tout ça. Effectivement, il y a des nuances. On apprend... Il y a des choses qu'on savait déjà, mais peut-être que certains apprendront qu'au début, la relation Tigris-Boulogne était très bonne. Avec les déplacements en commun. Avec les déplacements en commun, elle était très très bonne.
Ensuite, c'était par rapport aux 10 ans des Tigris, il me semble, hein, et cette fameuse nous. l'avenir est à nous, cette fameuse banderole qui a un peu envenimé les choses, jusqu'à ce qu'on atteigne un point vraiment de non-retour. Faut dire ce qui est. À Paris, on a vraiment atteint un point de non-retour à un certain moment. Mais c'est vrai que c'était des rencontres très fortes. Les gens qui ont connu cette rivalité ont été marqués. Hein. On l'entend. On l'entend, on le lit. Et les gens ont été marqués, mais c'était vraiment un moment fort. Parce que aussi, dès qu'on les rencontre, donc le plan Le Prou est activé depuis quelques années, c'est l'émergence de l'association Liberté pour les abonnés, hein. On n'est pas encore sur le retour du CUP, loin de là. On est surtout, là on parlait de contre-pouvoir et de rôle syndical, on est en plein dedans à Paris à ce moment-là, avec Liberté pour les abonnés. D'ailleurs, permets-moi de rendre un hommage à James aussi, qui nous a quittés il y a pas si longtemps, donc ça nous permet aussi de lui rendre un hommage, parce qu'ils ont fait un énorme travail. Je me rappelle, ils avaient même leur radio à l'époque aussi, Liberté pour les abonnés. Et donc ça a été vraiment un tournant dans l'histoire de la scène parisienne. C'est vrai que le livre, on n'a pas rencontré les membres du CUP, hein, il n'existait pas encore le CUP. On va dire que le retour au Parc des Princes n'est pas encore acté, mais c'était vraiment un moment très fort du livre, et on a appris beaucoup de choses à ce sujet. Et effectivement, comme tu dis, il y a aussi beaucoup de nuances à mettre. Tout n'a pas été noir au début dans leur relation. Après, c'est vrai que par contre, on avait vraiment atteint un point de non-retour à Paris, et c'était compliqué, et on le voit dans le témoignage assez poignant des différents acteurs. Ouais, parce que malgré toute la violence qu'il y a eu, et nous on est extérieur à ça, mais on sent limite de la sagesse dans certaines paroles, en regrettant certains actes dans le livre. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment touchant à travers les récits. Et au-delà donc de cette grande scène qui est Paris, vous avez aussi voulu mettre à l'honneur d'autres scènes plus petites, qui ont marqué l'histoire du football français. Je pense notamment à Toulon et Cannes. Est-ce que c'est une vraie volonté de mettre en avant ces scènes-là ? Oui, vraiment. Alors, parce que quand même, dans le mouvement ultra français, ils ont compté ces groupes. Oui, totalement. Toulon, si tu demandes aujourd'hui à des membres de la vieille garde du commando ultra de Marseille, qu'on a rencontré également, d'ailleurs dans le premier chapitre du livre, leur plus grosse rivalité, pour eux, c'est Toulon. Toulon a marqué une époque. Cannes aussi, avec l'enchaînement d'énormément de groupes, dont le Rasta Bronx, il me semble qu'ils étaient, les Rasta Bronx de Cannes, des groupes vraiment mythiques sur la scène ultra française. Mulhouse qui avait des côtés assez atypiques, parce que Mulhouse, quand même, ils ont des amitiés avec les Boulogne Boys comme avec les Devils de Bordeaux. Idéologiquement, on n'est pas sur le même terrain. Donc en vrai, on voulait donner la parole à ces petites scènes entre guillemets, parce que c'est vraiment pour nous déjà des groupes qui ont marqué l'histoire du mouvement ultra français, même si les plus jeunes les connaissent un peu moins. Évidemment, aujourd'hui, Mulhouse, je crois qu'ils sont remontés en N3, si je dis pas de bêtises, cette année. Donc tu vois, on est quand même sportivement, on est loin. Cannes, on en a un peu plus parlé ces derniers temps avec l'aventure en Coupe de France. Et d'ailleurs, c'est justement ce genre d'aventure sportive, et on le voit dans le livre. De toute façon, c'est quand même des exploits sportifs, ou des fois des parcours européens qui font qu'on a un gros renouvellement de génération dans le groupe aussi. Hein. Rien n'est dû au hasard par rapport à ça. Et Toulon, donc là ils sont en N2, c'est un peu compliqué aussi sportivement, mais voilà, on voulait vraiment donner la parole à ces groupes-là. On a aussi également donné la parole à Monaco, pour le côté atypique, Monaco quand même. Principauté, où tu prends plus de kiff à faire un déplacement que avoir ton match à domicile. Donc voilà, il y avait plein de côtés. On voulait mettre ces groupes-là aussi en avant, parce que ils ont marqué l'histoire du mouvement ultra français, et de deux, ça nous apparaissait intéressant au niveau anecdotique aussi. Bah oui, carrément. Moi perso, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur le passage sur Cannes, qui est vraiment intéressant. Un autre passage que j'ai trouvé enrichissant, c'est aussi l'histoire du mouvement à Nantes. On a les Urbanes, il me semble, Loirside aussi, qui ensuite vont aboutir avec la Brigade Loire. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les différentes influences. À l'origine, un modèle assez anglais, porté sur la rue, qui ensuite, du coup, maintenant même la Brigade Loire est vraiment dans un mode ultra. Dans les codes depuis le début. Et j'ai vraiment apprécié ces moments-là. Et tout au long du livre, on a retrouvé ce schéma-là. De manière générale, je reviens à Paris. Est-ce que vous avez eu des a priori ou pas quand vous avez fait les différentes interviews, notamment avec des scènes qui étaient un peu intimidantes comme Boulogne ou quoi, ou ça s'est vraiment fait naturellement Non, ça s'est vraiment fait naturellement. Honnêtement, on a été bien reçus partout. Alors après, à Paris,
C'est vrai que ça va faire un peu, un peu professionnel de dire ça, mais on débute sur des entretiens individuels. Oui. C'était vraiment ça, c'était vraiment ça Paris. Que ce soit côté Tigris, on a eu un leader des Tigris, que ce soit côté Supra pareil, côté Lutèce Falco pareil, et à Boulogne pareil également. Donc c'était vraiment déjà des gens. Faut se remettre dans le contexte, à Paris, ils s'étaient retirés du mouvement ultra à ce moment-là. Hein, déjà, ils étaient déjà retirés. Alors si si certains pouvaient encore graviter autour de LPA et de ce qui se passait, on va dire à côté. Les autres étaient retirés. Pour eux, vraiment, leur histoire était finie avec la scène parisienne. Donc, on les a rencontrés individuellement. Donc, non, il n'y a eu aucune animosité par rapport à ça et ni aucune méfiance de notre part, ni de la leur d'ailleurs. C'est ce qu'on disait en début d'interview. Ça, c'était assez agréable. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une confiance mutuelle avec tous les groupes, et il n'y a eu aucune animosité d'un côté ou de l'autre, évidemment, d'une autre, évidemment non, et côté des groupes, encore moins. Donc franchement, non, c'était vraiment que des rencontres, et ça, je tiens à le mettre en avant. C'était aussi vraiment ce livre, on a pris un pied, on a pris le pied à l'écrire parce que c'était des rencontres humaines qui étaient géniales, vraiment. On a vraiment fait des rencontres, et sur le plan humain, c'était exceptionnel. Ce livre. On a rencontré des personnes de toute la France, animées par la même passion, et avec, comme tu le disais aussi en début d'interview, un dévouement exceptionnel pour leur club, pour leur ville, et vraiment sur le plan humain, c'était exceptionnel. Et vous avez encore des contacts parfois avec certains membres avec lesquels vous avez réalisé des interviews encore actuellement? Ouais. Je sais qu'Adrien on a beaucoup, personnellement aussi, avec les Bastiers par exemple, avec qui on est resté en contact, les Stéphanois, les Bordelais. Montpellier aussi, il n'y a pas longtemps, on avait repris des nouvelles via Adrien, mais voilà, non, franchement, on est vraiment resté en très bon terme avec d'autres. On s'est un peu plus perdu de vue, mais honnêtement, on a vraiment gardé de très bons termes avec tous les protagonistes de ce livre. Ah ouais, franchement, des fois un vrai moment humain chaque fois qui a été vécu. Ah oui, vraiment un vrai moment humain, et je te dis, c'est pas rare que le WhatsApp sonne et que tu vois vraiment un protagoniste qui est intervenu dans le livre juste pour prendre des nouvelles, parce que ça a été vraiment une très belle aventure humaine. Et encore une fois, quand tu fais cette démarche-là et que tu n'as aucun a priori, aucune animosité, évidemment que ça va très bien se passer, parce que les mecs, encore une fois, sont vraiment des amoureux de leur club, des amoureux de leur ville. On a cette passion en commun. Et dans 100% des cas, ça s'est très bien passé. Quand vous rencontrez les groupes, pour écrire ce livre, vous filmez pour avoir le retranscrit audio? Ça se passait comment à chaque fois? Non. C'était vraiment au feeling à chaque fois? C'était au dictaphone. Et d'ailleurs, et pour te dire comment ça évolue aussi sur l'aspect générationnel, aujourd'hui certains groupes accepteraient peut-être la caméra, il y en a certains qui le font. Nous à l'époque, le dictaphone, c'était déjà un peu méfiant. C'était déjà compliqué. C'était déjà un peu compliqué. Alors, ça s'est fait partout parce que une fois qu'on se rencontrait, qu'on commençait à discuter, en fait, souvent à la fin de la conversation, parce qu'il y a des conversations qui ont duré. L'anecdote que j'ai, c'est à Cannes justement. Je pense qu'on a 6h30 ou 7h d'enregistrement. Oui, donc voilà, toute une soirée, le dictaphone a tourné, et à la fin on l'avait carrément oublié, parce qu'encore une fois, ce que je te disais, on partageait une passion en commun, et puis tout se faisait sur la base d'une conversation amicale. Et donc non, on avait le dictaphone, donc par contre ça a été énormément d'heures de retranscription. C'est d'ailleurs pour ça, quand je te dis qu'on le fait en 2015-2016 ce livre, et qu'il sort en 2018, je te jure, on avait des bandes de 6 heures, c'est des fois infernal. Il faut pas oublier que ça se tournait souvent dans un bar ou à côté du stade, donc tu as une cacophonie à côté, et il y en a toujours un qui veut reprendre, qui veut réenchérir sur l'anecdote de l'autre, et donc en fait c'est une cacophonie générale, mais c'est ça qui fait l'essence du livre aussi, c'est pour ça qu'on a autant d'anecdotes, c'est parce que les mecs se livraient naturellement. Et il y a même une autre anecdote, c'est le dictaphone, effectivement, au départ, il est un peu réticent. Mais tu vois, à Montpellier, avec l'Armata, je me souviens que donc, tout le monde un peu réticent, c'était autour du stade, et avant, il y a le leader de l'Armata qui tend le dictaphone à l'autre leader. Et en fait, donc, c'est pratiquement le leader qui l'interview, qui faisait l'interview. Alors, pas qu'il le faisait, mais qui tendait le dictaphone. Donc, il y a eu des moments assez cocasses comme ça. Et au final, en fait, je te dis, une fois que tout le monde avait compris notre démarche, ça s'est super bien passé. Le dictaphone, il était très souvent oublié au milieu de la table. Et à
notre plus grand bonheur, parce que c'est ça qui a fait que les conversations étaient vraiment intéressantes, et à notre plus grand malheur, quand il fallait retranscrire 6-7 heures d'interview, ça a été très long. Et bah oui, mais ça sur le coup, en vrai, tant mieux qu'on l'oublie, mais après, ouais, le petit travail derrière, mais au final, tant mieux, parce que du coup, bah, ça permet d'avoir des vraies discussions profondes, et c'est ce qui a rendu, je pense, le livre intéressant, parce que on est vraiment plongé à chaque fois, je trouve, dans l'univers de chaque tribune. On passe d'une tribune à une autre, comme, je sais pas, on passe d'un plat au dessert, et pour le coup, c'est vraiment hyper plaisant. 20 villes, est-ce que, bon, on l'a un peu évoqué, vous auriez aimé en faire d'autres? Ouais, clairement. Vous avez hésité peut-être sur d'autres Ouais, clairement, il y a eu énormément d'hésitations, énormément de débats entre nous trois. Parce que tu vas me dire aujourd'hui, et puis en plus le mouvement ultra français a évolué. Évidemment, oui. Il a évolué, donc aujourd'hui de ne pas voir le RCK dans le livre, ça peut peut-être les rêner, Oui, ça peut paraître vraiment surprenant. Oui, on a vraiment hésité, ça a vraiment été un choix cornélien, parce que encore une fois, 20 villes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très peu. Ouais. C'est très peu, tu vas me dire pourquoi pas Auxerre, pourquoi pas Rennes, pourquoi pas Brest, pourquoi pas Lorient, quand tu vois les Merlus Ultras, ce qu'ils ont fait lors de leurs dernières animations pour leur anniversaire, des tifos toute la saison, c'était exceptionnel, mais en fait, il fallait faire des choix. Ouais. Effectivement, il y a des villes qui se sont imposées vraiment naturellement, ça, Paris, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne. Bon, voilà, il y a des villes qui se sont imposées vraiment naturellement. Et d'autres, comme tu dis, on a fait le choix aussi de mettre des scènes un peu moins connues en avant. Toulon, Cannes et Mulhouse, pourquoi on les a mis à la place d'Auxerre, de Rennes ou de Lorient? Mais voilà, tu vois, parce qu'il a fallu faire des choix. Donc voilà, on s'est dit on fait 20 villes, on fait un club à la Ligue 1, c'était déjà énormément de travail et on a fait ces choix-là à l'époque qui peuvent être critiqués et j'entends les critiques, hein, beaucoup nous l'ont déjà demandé d'ailleurs pourquoi telle ville et pas l'autre. Et j'ai envie de répondre tout simplement, fallait faire un choix. Fallait faire un choix et encore, c'est ce qu'on disait aussi en début d'interview, dans 20 villes différentes. T'as pas 20 groupes, t'en as beaucoup plus. T'en as beaucoup plus, même Marseille, tu vois. Marseille, dès qu'on fait donc le premier chapitre sur Marseille avec la vieille garde du commando ultra, c'est un choix délibéré parce qu'on voulait vraiment faire une introduction. Alors en plus, c'était un clin d'œil aux générations de supporters de Philippe Broussard parce qu'on rencontre Marc, qui était déjà dans ce livre, et donc le membre historique, fondateur du CU. Et on a voulu démarrer sur le CU parce que c'était vraiment les pionniers en France. Et peut-être que tu vas me dire pourquoi pas les autres groupes. Et parce qu'il a fallu faire des choix aussi, parce qu'encore la scène marseillaise, elle est tellement vaste que... On en parlait à peine, ouais, c'est ça, la scène marseillaise, en fait, elle mérite ce pavé-là, et voire plus, en livre. Donc voilà, on a fait des choix, même, alors, dans certaines villes, hormis à Marseille, après, on a vraiment donné la parole à tout le monde. Mais voilà, la scène marseillaise a ses particularités aussi, mais on a fait ce choix délibéré de prendre les membres fondateurs, enfin la vieille garde du CU. Et voilà, et sur les autres villes, c'est pareil. On a dû faire des choix, encore une fois, sinon, honnêtement, peut-être qu'à l'heure où on parlerait, le SRIF serait pas encore sorti si on aurait été dans toutes les villes où on voulait aller. Donc voilà, il a fallu faire des choix à un moment. Bah, moi perso, après, voilà, c'est mon avis personnel, parce que du coup, je l'ai lu le livre, et je l'ai du coup apprécié, parce que du coup, on se retrouve là pour en discuter. Vous allez le voir, pour ceux qui l'ont pas encore lu, vous allez apprendre plein de choses sur les différentes scènes, etc. Un seul refus, ça a été Lyon, on a un tout petit peu évoqué. En plus, ça intervient au début de la rédaction du livre. Au final, ça n'a pas été un coup d'arrêt parce que la suite a été, on va dire, plus simple. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter En vrai, ça c'est vraiment les offs de la confection du livre. Et c'est vrai que Lyon refuse Lyon 1950 parce que les Bad Guns nous avaient déjà fait part de leur refus en amont. Mais on allait sur Lyon pour voir les Lyon 1950 pour qu'ils racontent leur histoire comme l'ont fait tous les autres groupes. Et c'est vrai qu'on a eu un refus assez tardif, pratiquement au dernier moment. Et la veille, donc justement, on était sur Saint-Étienne. Et donc les Stéphanois nous avaient demandé le temps de la réflexion aussi pour participer au livre. Et c'est vrai qu'en fait, les deux premiers voyages qu'on fait, alors Saint-Étienne c'est pas un refus, mais on nous demande du temps. Lyon c'est un refus. Ça aurait pu être un coup d'arrêt, mais pas du tout au final, parce que le surlendemain de ce refus, on était déjà sur Grenoble. Et là, on a passé un moment exceptionnel avec les Grenoblois, donc dans un bar du centre-ville, où on a discuté. La discussion a peut-être duré entre 4 et 5 heures aussi. C'était assez long cet échange avec les Grenoblois. On a passé un super moment, mais c'est vrai qu'avec du recul, je te dirais que cette rencontre avec les Grenoblois nous a peut-être mis un petit coup de pied aux fesses en nous disant les gars, continuez parce que ça va être vraiment intéressant. Mais oui, ça aurait pu être un coup d'arrêt, au final ça ne l'a pas été parce que tout s'est très vite enchaîné.
Et puis après, après ce voyage-là, donc il y a eu le week-end Nîmes et Montpellier. Ouais. Montpellier, comme je l'ai expliqué au début, Sylvain était aussi, enfin nous soutenait vraiment dans ce projet. Donc on savait qu'on allait rencontrer les Nîmois, les Montpelliérains, et au final, on va dire que tout s'est enchaîné naturellement. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu avoir Lyon parce que je trouve que c'est vraiment une ville qui compte énormément sur la scène française. Et on n'a pas pu les avoir, c'est dommage, mais écoute. Les autres groupes ont accepté de témoigner et au final ça a donné ce que ça a donné et on est aussi assez satisfait de ça. Ouais, moi en plus, au-delà de la qualité du travail, c'est qu'il est intemporel ce livre parce qu'on parle de récits, d'anecdotes, d'histoires et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. On peut le retrouver où du coup ce livre Ultra Mode de Vie actuellement? Alors bah là sur le site toujours de la grinta.fr, par contre il reste vraiment plus beaucoup d'exemplaires, comme je l'ai dit en 2018, il doit rester un tout petit peu moins de 400 exemplaires actuellement, donc ceux qui le veulent procurez-les-vous maintenant parce que après honnêtement on fera pas de réédition, on fera pas de réédition, ça il aura plus de 10 ans dans quelques années. Voilà, il a fait effectivement comme tu dis, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il soit intemporel parce que ce côté un peu anecdotique, c'est ce qu'on recherchait aussi qu'on cherchait aussi, donc ça c'est, mais on parle quand même encore une fois, tu vois, le dernier chapitre c'est l'avenir du mouvement ultra. On fait ce chapitre-là avant l'Euro 2016. Évidemment que les choses ont évolué. Donc oui, il est intemporel, moi je trouve, sur vraiment l'histoire des groupes et sur les différentes villes. Après, voilà, sur ce chapitre-là, sur l'avenir du mouvement ultra, bon, on est quand même avant l'Euro 2016, mais voilà, on fera pas de réédition. Je pense pas qu'on fera de réédition, honnêtement, c'est ce qu'on a décidé tous les trois après s'être consultés récemment d'ailleurs. Mais voilà, il en reste encore 400 exemplaires, donc ceux qui le veulent, ils savent qu'ils peuvent le trouver sur la grinta.fr. Ok, et encore, je trouve que c'est au-delà du fait que ce soit intemporel, même cet épisode-là, où au final c'est pas mal d'interrogations sur le futur, au final ça permet d'avoir une photo du mouvement à ce moment-là. Donc même si c'est plus d'actualité en tant que tel, ça permet quand même d'avoir un petit regard sur ce qui se passait à l'ancienne, à l'ancienne entre guillemets, parce que c'est pas si vieux que ça. Et malgré ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, c'est un plaisir. Ça évolue vite, mais en vrai, t'as raison. Avec du recul, t'as raison. Mais c'est vrai que ça permet, d'avoir un cliché à ce moment-là précis, de savoir où en est le mouvement ultra à cette époque-là. Après, non, vraiment, c'est vrai que par contre, sur les villes, c'est assez intemporel et sur l'histoire des groupes. Et ça, ce côté anecdotique permet ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment bien parce que voilà, ça restera quelques années encore. Gravé. Exactement. Et ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi, pour le temps que tu as pris. Bah, du coup, merci à toi d'être venu, comme on le disait. C'était un plaisir d'en parler. Il y aura dans la description tous les liens pour retrouver le livre. Donc n'hésitez pas, du coup, à ceux qui ne l'ont pas encore, si vous voulez le découvrir, je vous le dis. C'est une véritable tuerie. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau format. C'était CK. Ciao, ciao.